Alors bonjour à tous. On va commencer la conférence là tout de suite maintenant. Donc les métiers des jeux vidéo au cœur de la fabrique du jeu vidéo. Donc j'ai envie de faire un tour des tables et de présenter tout le monde. On va partir de droite à gauche. Alors la droite ou la gauche, je sais pas. Mais on va commencer par nos panneaux stars. Donc, ouais, on va donner le micro, on va donner le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Oh là, Qui es-tu? je suis Christophe Lemoine. Ah, enchanté. Je suis, je fais les voix de Cartman, du coup, dans, South Park et Nicolas Newman dans Les Feux de l'amour. Voilà. J'ai fait l'amour amazing. Toujours, exactement. Ouais, c'est... Ouais, non, en fait, je m'appelle, Depuis le début, tu fais les autres depuis le début, ouais, en 72. Non, en fait, je m'appelle Alexis Thomasian. Ouais. Ça va être long. Je le fais toujours, systématiquement. C'est une patte voilà. Bon, en vrai, Donald, du coup, je fais du doublage comme Dorothée, et je suis très content d'être là. Du coup, on va parler de doublure et de jeux vidéo? tout le jeu vidéo. Ouais, ouais. Très bien, Candy Crush, Oui, bah, les jeux stars, qui est sur iPhone, tout ça? les stars, les playing, tout ça, oui, oui. Ah, oui, oui, parfait. Non, non, mais on va être bien, on va être bien, on va être bien. Salut tout le monde, je m'appelle Dorothée Poussico. Heu, comme Donald, je suis comédienne de doublage, voilà. Jeux vidéo, j'y connais pas grand-chose, hein. C'est Mais non, mais on est bien, oui, on va être bien, ne vous inquiétez pas. 2-3, mais voilà. Mais je suis ravie d'être avec vous. Moi aussi. C'est moi qui vais en apprendre le plus aujourd'hui, je crois. Bonjour à tous, moi je suis Vincent Goletto. C'est mec parfait. Je dirige l'association Mode, très impliquée dans la formation au numérique et notamment en charge de plusieurs actions de formation autour du développement de jeux vidéo. Et il est certain qu'on s'est beaucoup informé sur l'industrie du jeu vidéo, les besoins du jeu vidéo et l'attrait du jeu vidéo pour promouvoir des services, des projets, des produits. Et on va vous parler de tout ça. Eh ben, on enchaîne, moi, tout le monde s'en fout, on s'en fout, mais moi je m'en fous. Ah, t'as un micro, c'est bien. Micro. Je te laisse. Donc, qui es-tu, jeune homme? Alors, Geoffrey Catena, je suis responsable. Alors, c'est pas moi qui vais regarder, c'est plus Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que bon. Geoffrey Catena, donc responsable formateur référent sur la formation jeux vidéo chez Mode 83. Également enseignant, chercheur vacataire à la faculté de Toulon en informatique et ingénieur, docteur en droit, spécialiste dans toutes les questions d'intelligence artificielle, tout ça, voilà. On va pas faire un C'est tout? invité. Non, il y en a encore pour 2-3 heures, mais je vais D'accord. être là. Tu sais, ça fait un peu comme dans Camelot, là, Merlin, tu sais, grand enchanteur de Bretagne, tu sais, des trucs comme ça. Oui, non, c'est bon, merci. Non, ok. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Manuel Seyès. Vous prenez le micro, s'il vous plaît. Voilà, super. Bonjour, je suis Manuel Seyès. J'ai beaucoup d'activités. À la base, je suis développeur en multimédia. Je suis spécialisé dans la 3D, l'intégration 3D. Je fais aussi de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et j'enseigne les technologies de jeux vidéo et de serious game dans la région PACA, dans tout un tas d'écoles, comme j'enseigne à Mode 83, j'enseigne à l'ISART, j'enseigne à IARTSUP. Et je collabore aussi avec des cabinets d'architectes pour la visualisation, grâce aux moteurs de jeux vidéo comme Unity ou Unreal. Donc, c'est vraiment, vraiment. Et depuis pas mal de temps, on m'a dit que. Ah oui, 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 tout à fait, ouais. Je fais ça depuis, une quinzaine d'années et j'avais oublié, je fête cette année mes 50 ans de jeux vidéo Voilà. pour, Donc, un vrai spécialiste. c'est voir à peu près, Quel talent, un public extraordinaire. Alors, j'ai des questions, je vais poser des questions du coup. Bon, première question. Je ne sais pas qui va vouloir répondre en premier. Comment l'industrie du jeu vidéo a-t-elle évolué au cours des 2 dernières décennies et quels facteurs ont contribué à cette croissance rapide? Qui veut s'engager là-dedans? Dorothée. Ouais. Allez, Manu, vas-y, Manu. Vous avez 2 heures. donc petit cours d'histoire pour aller extrêmement vite. On joue aux jeux vidéo, depuis une cinquantaine d'années, mais depuis une vingtaine d'années et on a eu une démocratisation des ordinateurs qui sont devenus de plus en plus puissants. On a eu une démocratisation aussi des logiciels, notamment des logiciels de 3D et comme, 3D Studio Max, Blender, Lightwave et cetera. Et enfin, on a eu une démocratisation, de l'accès, grâce au moteur à des technos pour les développer sur des consoles ou sur, les ordinateurs PC. Et enfin, des gros réseaux comme Steam ou Epic qui nous permettent de mettre à disposition du grand public des bêtas et le jeu vidéo. Et enfin, là, en 2024, on est sur une bascule qui est que
le jeu vidéo indépendant prend de plus en plus de place, fait de plus en plus de propositions d'emploi, notamment en France, puisque le jeu vidéo, c'est l'équivalent en chiffre d'affaires du cinéma et de la musique dans le monde entier. Et donc, si on fait un petit sondage, là, vite fait avec le public, qui a un compte Steam? Oui, moi aussi, je peux lever la main. Tout le monde a un compte Steam. Donc voilà, Steam, ça a en gros un peu plus de 20 ans et on illustre parfaitement ce que tu viens de dire. Tout le monde a un compte Steam à l'heure actuelle. Et vous pouvez d'ailleurs trouver des éditeurs indépendants sur les comptes Steam et vous voyez qu'il y a une offre qui est de plus en plus large d'éditeurs indépendants avec des petites pépites, des jeux qui sont parfois simples en termes de réalisation, mais qui sont innovants par leur approche, par leur aspect ludique. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus que il y a plus, on va dire, que des jeux AAA. Il y a tous ces petits jeux indépendants qui sont l'opportunité de découvrir une autre façon de jouer. Oui, il y a des vraies pépites sur Steam. Il y a Donald qui voulait dire. Exactement. Merci Dorothée, amazing, ouais. Oh, mais ils cassent les couilles avec leur compte Steam, là. C'est quoi ce démat de merde? Tu vas faire quoi dans 30 ans, ton rétro gaming? Tu vas l'afficher sur un mur, alors mes meilleurs jeux, tu vas faire un screenshot de tes jeux. Putain, ça me rend ouf, là, le démat. C'est vraiment de la merde. Mais je suis content d'avoir retrouvé chez mes parents l'autre jour mes boîtes, tu parles de 50 ans de jeu, de Commando, Behind Enemy Lines, avec la grosse boîte en carton épaisse comme ça. Mes vieux jeux, les vieux Baldur's Gate. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta ligne de... Et on voit aujourd'hui, ils font des pétitions à Conquerax, ils faisaient des pétitions là-dessus pour des jeux qui sortent du catalogue et que t'aimais bien, tu pourras même plus y jouer. T'as des jeux Day One, si t'as pas la connexion, tu peux pas y jouer. Ton vieux jeu à service Ubisoft, tu peux pas y jouer parce qu'il n'existe plus, que les serveurs n'existent pas. C'est de la merde le débat. Voilà. Bah, c'est le prochain défi en fait. Beaucoup de jeux sortent effectivement des catalogues et du coup on les a payés mais on peut plus y jouer. On est passé sur un marché de location, effectivement. Tu veux intervenir, Geoffrey? Non, moi, merci. Dire. Ouais, Lionel, si je veux intervenir. Ah, tu veux intervenir aussi? Moi, je te dis juste un truc, après, je te laisse. Juste qu'on peut dire, pour rebondir ce qu'a dit Vincent, notre directeur, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Underscore, aujourd'hui, c'est vrai que c'est de plus en plus facile de créer un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était un peu un marché de niche où il fallait connaître du code C#, il fallait savoir coder. Leur parle pas bien chinois, ils comprendront pas. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète, ils sont pas si bêtes. Et ce que je dis, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus simple, en fait. C'est ça vraiment qui a changé, avec des moteurs de plus en plus accessibles. Rien que sur la version 4.2, par exemple, de Blender, pour ceux qui connaissent, tout a été refait. Hein, sur l'interface, tout a été repensé. Et ça fait que n'importe qui a envie aujourd'hui peut se lancer à faire de la modélisation 3D, à se lancer dans le jeu vidéo avec des moteurs de graphisme de rendu, comme par exemple Unity, UE5, Godot, pour ceux qui connaissent. Donc ça change beaucoup de choses. Manu, vous voulez dire un petit truc aussi? Et je rebondis juste avant que Madi parle. Et effectivement, ça c'est valable pas que pour le jeu vidéo, c'est valable aussi pour le son, pour le cinéma, pour le montage. Les outils sont de plus en plus faciles et accessibles. À toi, Manu. Oui, je voulais revenir notamment par rapport à la dématérialisation. Effectivement, ce qui me dérange, c'est le fait qu'en définitive, quand on prend un jeu vidéo, on est limité à la location. D'un autre côté, l'avantage de Steam et d'Epic Games aussi, c'est que ça permet à des indépendants, à des petits studios de pouvoir se monter, de pouvoir présenter leur travail sur le marché, et ce qui serait très compliqué si on devait passer par un format matérialisé. J'ai des étudiants dans les différentes écoles qui, justement, après avoir fait des prototypes sur leurs études ou lors des Global Game Jam, comme celles qu'on organise à Toulon. Alors, juste pour la Game Jam, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une Game Jam? Non? Alors, définis, s'il te plaît. Alors, déjà, pour info, ça fait 6 ans que j'organise la Global Game Jam à Toulon. On monte en puissance cette année, encore une fois, avec le département du Var. Une Global Game Jam, c'est un événement mondial qui a lieu une fois par an depuis plusieurs années, qui constitue, à partir d'un time donné sur toute la planète, de créer un jeu vidéo en 2 jours et 2 nuits à peu près. Voilà. Donc, on constitue des équipes. Soit les équipes se connaissent, soit les participants ne se connaissent pas. Et pendant 2 jours, nuit et jour, on va développer un jeu vidéo sur place. Sauf que vous avez des jeux comme il y a 2-3 ans, je crois que c'était Hardship Breakers, qui a été développé lors d'une Global Game Jam et qui, grâce à la possibilité de développer sur Steam et sur Epic Games,
les protagonistes, les équipiers ont pu créer un studio de jeux vidéo qui est devenu rentable et maintenant, ils ont d'autres projets qui se sont mis en place. Ah, contre-attaque de Steam là à gauche. Hein. Donc, Je veux Je vous en prie. juste, je rebondis sur ce que disait Manuel à l'instant. On constate que le jeu vidéo est devenu un vrai média de communication, une vraie opportunité de proposer des contenus thématiques. Le principe de la Game Jam, c'est aussi de faire plancher les personnes sur un thème. Donc, comme par exemple les transports, l'accessibilité. Chaque Game Jam a sa propre thématique, mais l'idée générale, c'est au-delà de développer un jeu vidéo dans une situation un petit peu d'urgence, c'est développer un jeu vidéo qui va rendre un service, qui va reposer sur un besoin identifié sur le territoire. Et c'est sur cette thématique que l'on a travaillé pour proposer une action de formation sur Draguignan qui s'appelle Level One, qui est une action de formation qui est financée dans le cadre régional du plan de formation régional, et qui va œuvrer pour développer des jeux vidéo, développer des jeux vidéo autour de 3 thématiques fortes. Le secteur du médico-social, notamment avec la lutte contre les troubles 10, le développement durable et le tourisme, la valorisation du patrimoine touristique par le jeu vidéo. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que ça crée des jeux vidéo qui, au-delà de leur aspect ludique, vont contribuer à la découverte et à l'éducation autour de projets forts. Et c'est, on va dire, vraiment en lien avec tous ces projets de jeux vidéo indépendants qu'on peut trouver, qui vont apporter une modalité ludique pour découvrir des services, des produits et des nouveaux usages. Et du coup, ça permet de continuer le fil parce que des questions. Et chacun joue, je pense, moi j'espère, sur les supports différents. Moi, je suis un joueur PC, par exemple. Ça fait très très longtemps que j'ai abandonné les consoles. Dorothée, tu joues un peu sur. Non mais voilà, ouais, tu ne vas pas t'échapper comme ça, hein, fais pas croire. Hein. Parle de ta Chine. Oui. À quoi tu joues et sur quoi tu joues? Moi, je joue pas du tout. Alors, j'adore les jeux de société, je joue beaucoup aux cartes et tout comme ça, mais en vrai, quoi. Je joue pas du tout aux jeux vidéo. J'ai juste joué. J'ai joué il y a 20 ans. Je payais mes repas comme ça parce que j'étais hyper forte à Mario Kart. Et du coup, je gagnais toujours les potes de mon frère et je me faisais inviter à bouffer. Et voilà, je pariais et je gagnais. Et du coup, voilà, mais c'est le seul jeu que je sais jouer. Oui, donc Là, c'est vrai. c'est jeu console en fait. Non, mais c'est totalement vrai. Elle avait un vrai skill là-dessus. C'est vrai. Mais ouais, Le défi est lancé, ça marche. exactement. Moi, j'étais joueur Day One depuis la Game Boy, donc en 89. Et après le confinement, c'est un peu décrescendo. J'ai eu de moins en moins de temps de jouer. J'ai arrêté un petit peu. Surtout, je trouve que je commence un jeu, j'ai l'impression que je l'ai déjà fini. J'ai déjà fait toutes les quêtes annexes, c'est juste un autre monde, on a copié-collé. Et aujourd'hui, avec des remasters, des reboots, il y a des vraies pépites. Hein. Moi, Astrobot, j'ai kiffé. C'est des vrais trucs sympas, quoi. Mais je trouve que ça a besoin de se réinventer. Et est-ce que, un peu comme au cinéma, on n'a pas déjà tout fait? C'est difficile aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un super média. C'est juste par manque de temps que je ne joue plus, mais je trouve ça très, très cool. Après, j'ai arrêté les PC parce que j'en avais marre de mettre les mains dans le cambouis sur des bugs. Et hier, on était au resto, tu sais, et voilà, à un moment, je suis parti. Pourquoi? Mon fils qui m'appelle: «Ah, SOS Hotline», son écran était devenu gris. Il était en train de jouer à Fortnite, je fais exprès de mal de le dire, Ouais. et d'un seul coup, l'écran était devenu gris parce qu'il a dû faire, tab, Q, S, Z, Z, D, contrôle en même temps, et ça a fait un écran gris en même temps, et il a réussi à le réactiver. Ça a fait un pop-up 1 heure après tout seul parce que, Windows avait détecté qu'il se mettait en mode gris. Et j'ai arrêté les PC à cause de ça parce que j'en pouvais plus d'avoir des problèmes de driver, une barrette de mémoire qui vrillait et que du coup ton PC était instable. J'ai fait: «C'est bien les consoles». Voilà. Et à ma gauche, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grosse dichotomie sur les jeux vidéo. Parce que, par exemple, moi, je suis un Souls-like player. C'est-à-dire que j'adore les Souls-like. Donc, tous ceux qui connaissent, hein, les Elden Ring, les Sephiroth, hein, tout cela, voilà, les Dark Souls. Donc, il y a d'un côté les joueurs qui veulent jouer vraiment un jeu qui fait, j'allais dire, rôter du sang. C'est un peu ça. Non, mais c'est ça, hein, concrètement, c'est ça.
Et d'un autre côté, il y a ceux qui veulent se balader sur la map tranquille, qu'on les laisse tranquilles un peu à la TOTK, vous savez, les Zelda Tears of the Kingdom, voilà, à la Zelda Tears of the Kingdom. Donc voilà, c'est un peu plus chill, on n'est pas du tout, c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à ça, il faut quand même avouer que la plupart des jeux sont trop simples aujourd'hui. Moi, je trouve que vraiment, c'est des jeux où on vous prend par la main, rien qu'à voir le dernier Mario Wonder. Bon, bah, c'est bien, mais il est où le défi, quoi? Il est où le défi? Alors qu'avant, on se rappelle sur Ocarina of Time, moi, quand j'étais jeune, Zelda Ocarina of Time, par exemple, voilà, le jeu, quoi, ben, il y avait du défi. Le temple de l'eau, le temple de l'esprit, c'était des trucs, c'était hallucinant, c'était hyper compliqué. On mourait, on revenait au début. Enfin, c'était un truc, on s'arrachait les cheveux, quoi. L'expérience a beaucoup changé. Moi, j'ai eu un commentaire sur Star Wars Outlaw qui est sorti il y a pas longtemps. Et il y avait un joueur qui se plaignait parce qu'il avait perdu un quart d'heure de jeu parce que la sauvegarde était trop loin. Voilà, on est exactement ce que tu dis. Mais en même temps, la plateforme, c'est-à-dire que si on joue sur mobile, si on joue sur tablette, si on joue sur PC, sur console, on n'est pas le même consommateur de jeux vidéo non plus. Moi, j'ai une dédicace quand même pour Donald. Donald, il existe un jeu indépendant pour faire de l'assemblage PC et te fait et manipuler les barrettes de RAM. Alors, donc, il y a même un jeu indépendant pour toi. Parmi Simulator. Horrible, ouais, je te dis, c'est Job Simulator, ça, c'est sur PSVR. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que je trouve ça ouf. Aujourd'hui, on te prend par la main, aujourd'hui dans n'importe quel monde ouvert, tu as un GPS pour dire que c'est à 308 mètres. Mais en même temps, moi, j'ai tellement pas le temps que j'ai plus envie d'avoir des sauvegardes trop loin, effectivement aussi. Je me suis un peu aussi fait avoir avec ça. Et par contre, les jeux, tout ce qui est les Souls-like, tout ça, les Dark Souls, je fuis. Si on me passe les codes, au bout de 15 minutes, je fais désinstaller. C'est pas pour moi, mais je comprends qu'il y a un public pour ça, mais moi, j'ai besoin de me vider la tête. C'est pour ça que j'aime les open world, c'est pour ça que j'ai passé le confinement sur Assassin's Creed Odyssey, parce que tu voyages vraiment dans un autre monde et c'est cool et ça me plaît. Mais c'est bien qu'il y ait les deux, qu'il y ait des trucs pour les joueurs hardcore, que j'aurais sûrement aimé il y a 20 ans, mais aujourd'hui, j'ai plus ce temps pour ça. Pour avoir des défis, pour faire du die and retry, c'est terminé pour moi ça. Mais par contre, j'ai envie, quand un truc est simple et franchement, c'est facile, mais on se vide la tête, mais pas que ce soit non plus, abusé et que ce soit un truc déjà vu. Il y a moyen de se réinventer, mais c'est un juste milieu à trouver. C'est pas forcément évident, c'est sûr. Bah, il en faut, je pense, pour tous les goûts. Ouais, voilà. Moi, j'ai travaillé à Paris et le nombre de personnes qui jouent sur leur téléphone pendant le métro ou dans le train, il en faut aussi pour ces gens-là, les gens qui, juste pour passer le temps. Bon, OK, ce serait peut-être mieux de le lire, mais chacun a son rapport aux jeux vidéo qui lui est propre. Moi, j'étais un hardcore gamer également, j'ai joué à World of Warcraft. On peut parler de la méritocratie qu'il y avait à l'époque. Maintenant, effectivement, on est beaucoup plus pris par la main et c'est beaucoup plus simple. Mais c'est comme tout, enfin, faut pas, je pense qu'il ne faut pas rester figé sur nos acquis et être curieux. Et justement, là-dessus, je me permets de rebondir, c'est que l'IA, tu vois, je parle tout de suite de l'intelligence artificielle, désolé, hein. Tu sais, ça, on a mis quoi? Allez, 10 minutes avant d'en parler, ça change complètement. Je ne sais pas si vous avez vu, je m'inspire beaucoup des vidéos, ce qui tourne sur YouTube, mais Joueur du Grenier, il a fait une vidéo là-dessus, très bien faite, où il explique en fait que l'IA va complètement changer le jeu vidéo, que les IA qu'on a actuellement sont volontairement plus simples, ils laissent gagner en fait, et que potentiellement sur un, par exemple, Elder Scrolls 6, du style un Skyrim, le prochain Skyrim qui va sortir, les joueurs attendent naturellement, nativement en fait, dans le jeu vidéo, qu'il y ait de l'IA nativement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie du process du jeu vidéo, d'incorporer de l'IA avec un langage, de pouvoir parler au PNJ, mais que le PNJ vous réponde, Ah, ça, c'est ouf. casse pas le quatrième mur, voilà, des trucs comme ça, quoi. Et ça va. On a hâte de voir ce que ça va donner parce que déjà, bon, il y a des modes, hein. Moi, je joue toujours sur Skyrim modé. Je pense qu'il y en a qui connaissent ça avec les modes Ultima, un Skyrim à 500 gigas, voire plus, hein, voilà. Mais c'est vrai que ben, on attend quoi, de voir ce que ça va donner au niveau de l'incorporation de l'IA directement dans le jeu vidéo. Et du coup, ça permet moi de rebondir, de continuer le fil. Vu qu'on parle d'incorporation, on va parler création et les métiers qui sont associés. Du coup, tu parles de l'IA, donc dans de plus en plus de jeux, on va incorporer l'IA, mais ça pose la question aussi des rapports entre le game designer, le narrative designer, entre toute la créa artistique, créa technique, comment tout ça s'articule. Qui veut commencer avec ça? Dorothée, Ouais, oui, j'avais aussi ça comme idée. évidemment, Mythic Quest, parle-nous de ça. Je te rappelle qu'on l'a co-dirigée celle-là, donc tu pourrais aussi Comment elle se dédouane. Non, non, tout à fait. Si tu veux, je peux en parler.
Bah, vas-y, je t'en prie, Manu. Ben, en fait, pour créer un jeu vidéo, on a besoin de différents corps de métier, différents types de métiers et différentes approches d'un même produit qui sera le jeu vidéo. Vous allez avoir trois grands thèmes de développement. Vous allez avoir la narration, l'histoire, vous allez donc le game design, vous allez avoir la partie développement, programmation, et puis vous allez avoir la partie graphique à partir de Substance Painter, Photoshop, Blender et les moteurs de jeux vidéo. Et en fait, lorsqu'on commence à créer un jeu vidéo, ou lorsqu'on, par exemple, vous décidez d'entrer dans une formation, l'idée, c'est de trouver la formation ou le métier qui va vraiment correspondre à ce que vous avez envie de faire ou à ce que vous allez être capable de faire. Par exemple, une fois, après avoir regardé le film Gravity, j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, je vais me reproduire Gravity en réalité virtuelle. Ça m'a pris approximativement 2 jours pour refaire la Station spatiale internationale, la modéliser, la texturer, etc., etc. Et ça m'a pris 3 semaines pour programmer un simple déplacement. Manifestement, je ne suis pas fait pour programmer, je suis plutôt fait pour modéliser et texturer. Ça veut dire qu'en définitive, quand on fait un jeu vidéo, quand on gère un studio, quand on met en place des équipes, pour le retour que j'ai pu avoir au niveau des studios, que ce soit des studios indépendants ou des gros studios, la complexité, c'est de savoir faire collaborer entre elles des personnes qui ont des visions différentes d'un même projet. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on est sur du studio indépendant, parce que je pense vraiment que ce sont les studios indépendants aujourd'hui qui seront l'avenir du jeu vidéo. On est sorti du paradigme où c'était des gros jeux AAA qui étaient les locomotives. Rien que l'année dernière, il y a eu de mémoire 14 000 dépôts de projets, de produits sur Steam. Et donc, l'idée, c'est donc, pour résumer, c'est de créer, de constituer des équipes qui soient pluridisciplinaires, qui apprennent et qui sachent collaborer entre elles. Et si vous cherchez des formations dans le jeu vidéo, vous allez devoir rechercher des formations qui correspondent à ce que vous aimez faire et à vos besoins. Oui, on n'est plus dans les années 80-90 où le programmeur faisait tout, la musique, le chara-design, le design global, la direction artistique, etc. Maintenant, c'est ultra cloisonné. Et justement là-dessus, si tu me permets, Lionel. Non, mais je le fais quand même. Sur l'IA, encore une fois, l'intelligence artificielle. Ça fait plaisir. Oui, ça fait 2 fois, mais je vais encore reparler. Parce que on ne peut pas omettre de parler de Midjourney, par exemple, pas omettre de parler de ChatGPT pour tout ce qui est, par exemple, des scripts. Notamment, tu as parlé tout à l'heure de tout ce qui était la partie UX, c'est-à-dire tout ce qui était codage dans un jeu vidéo. Donc, tout ce qui est partie UX, ça, avec l'IA, ça vient révolutionner un peu tous ces scripts. Parce qu'à l'époque, par exemple, pour faire du C#, vous aviez besoin d'avoir des connaissances en langage C, vous aviez besoin d'avoir pas mal de connaissances derrière, un background. Et là, en fait, vous n'avez plus vraiment besoin de ça, en fait. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous parler avec l'IA, vous lui dites, voilà, moi, écris-moi un script pour permettre de déplacer tel objet, et elle vous le fait de suite, de manière optimisée. Il n'y a pas à se prendre la tête à faire du Python, il n'y a pas à se prendre la tête à faire tout ça. Et ça va révolutionner aussi le jeu vidéo, la création du jeu vidéo. Et sur la partie UI, donc tout ce qui est designer, là aussi, c'est pareil, puisqu'avec Midjourney, avec d'autres IA, vous pouvez créer aussi des graphismes. Alors, là-dessus, on a la question, évidemment, logique de dire, oui, mais si on fait tout faire par l'IA, dans 5 ans, on n'a plus de travail, c'est l'IA qui fait tout. Oui, c'est vrai. Mais il faut s'en servir comme d'un accessoire et pas que ça devienne principal, en fait. Et C'est ça l'idée. moi, j'aimerais poser la question à nos deux stars. Qu'est-ce que vous pensez-vous d'IA en tant qu'artiste? Artiste de doublage, créateur de contenu, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Elle va parler, ça y est. Non, mais là, je comprends mieux la question. Non, mais en fait, pour moi, l'IA, il faut que ça reste une aide, en fait, pour l'humain, donc quel que soit le domaine, mais à aucun moment un remplacement. Donc je trouve ça cool, effectivement, si ça nous aide, par exemple, changer le lip sync des bouches, pour que le texte soit encore plus synchrone ou des choses comme ça. Mais pas que ce soit, de l'IA qui parle à la place d'un humain ou qui traduise un texte, qui l'adapte à la place d'un auteur et ainsi de suite, quoi. Donc je pense qu'en jeu vidéo, c'est un peu pareil. Il peut y avoir une partie d'IA qui va permettre d'être, plus ou moins, par exemple, celui qui répond, peut-être un PNJ justement qui répond pour un côté un peu, amusant, mais que ce soit pas tous les personnages du jeu, que ce soit pas le narrateur et tous les autres. Voilà, enfin que ce soit, qu'il fasse partie effectivement en fait qu'on collabore avec lui quoi, mais pas qu'il prenne notre place quoi. Ouais, c'est ça, que ce soit une aide, mais pas un remplacement.
Après, c'est sûr que pour un joueur, moi, du côté comédien, c'est relou, mais du côté joueur, c'est sûr que avoir un PNJ avec le NVIDIA, ce qu'il propose, et que le truc, il a une réponse différente selon chacun, et tu peux discuter avec lui pendant 8 heures si tu veux, c'est quand même une sacrée évolution. Maintenant, ça va révolutionner notre quotidien, mais il faut pas que ça aille trop loin, quoi, c'est sûr. Sinon, c'est Skynet, c'est évident. Moi, j'aurais envie de m'hasarder une analogie avec l'IA. Si on prend le cinéma, qui a plus de 100 ans, etc., etc., et on se rappelle que quand la télé est arrivée, le cinéma devait disparaître. Quand la vidéo est arrivée, le cinéma devait disparaître, et le cinéma se porte plutôt bien. L'industrie, hein. Oui, 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 donc en fait, c'est toujours une question d'adaptabilité. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA? L'IA sans contrôle, je pense que effectivement, ça peut être un problématique, mais on n'a pas encore trouvé à l'heure actuelle comment utiliser cet outil-là et l'optimiser. Non, mais bien sûr, mais la différence entre l'IA et toutes les évolutions d'avant, c'est que demain, concrètement, si tu veux créer un film avec l'IA compile tous les films de Brad Pitt et tous les films du monde, tu dis: «Crée-moi un film de Brad Pitt en récoltant toutes les données qu'il a fait depuis sa carrière, tous les films qui ont été faits dans l'espace, tu passes de Gravity et sors-moi un film où à la fin on termine sur Terminator et ça s'enchaîne instantanément». Le temps du traitement, le film il existe. Donc c'est plus net, c'est un switch total sur un autre monde, l'IA. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. C'est que Ah oui, c'est pour attention, c'est sûr. c'est pas l'évolution du cinéma muet vers le cinéma parlant. C'est un autre monde. Et alors, c'est un formidable outil. Moi qui fais pas mal de montage, je pense que de l'IA peut vraiment beaucoup aider, même si j'ai pas le temps de m'en inquiéter et surtout de m'y intéresser. Mais ça peut vraiment faire gagner du temps. Mais aujourd'hui, on a besoin on a besoin que ce soit une aide créative, mais pas que ça remplace des tâches. Enfin, on avait besoin que l'IA passe le balai et fasse des trucs comme ça, pas que ça crée des films et que ça crée des musiques à la place des compositeurs. Ça rend... En fait, le problème, c'est que l'IA aujourd'hui focus sur les métiers dont on veut pas se passer et que tout ce qui est revenu, on continue à le faire. C'est quand même un délire. Ouais, effectivement. Et surtout, l'IA, elle remplace tous les métiers. C'est-à-dire, il n'y a pas de métiers qui sont épargnés. On voit par exemple les métiers d'enseignant, c'est principalement les plus atteints, hein, parce que vous demandez à l'IA, vous avez la Il y a réponse tout de 2 suite. écoles aux États-Unis, Ouais. créées par Bill Gates, où il y a des profs IA. Ouais, voilà. Tu le CP. Mais c'est horrible. Enfin, moi, ma fille qui a 7 ans, enfin, tu sais, t'apprends à lire, le matin, elle fait des câlins à sa maîtresse et tout. Et là, c'est une IA. Enfin, tu vois, ça m'angoisse beaucoup plus que notre métier. Tu vois, je trouve ça glauque, quoi. Ça En fait. dépersonnifie complètement, en fait, tout le côté, Alors, quoi. encore en fac, tu vois, on a une approche différente. Mais des tout petits qui apprennent à lire avec la bouche en plus, tu vois. Quand on te dit B, A, pas et tout, et que t'as une IA en face, un robot, c'est hyper bizarre, quoi. Et oui, le rapport humain, en fait. Et du coup, ça me permet de rebondir sur, excuse-moi Vincent, de rebondir, mais du coup, on parlait d'école, on parlait d'université, sur les carrières et justement les formations qui sont inhérentes aux jeux vidéo. Donc, tu voulais dire un truc avant? Non, 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 mais juste par rapport à l'IA, je pense que faut bien garder en tête que l'IA, ça reste un outil et c'est surtout un outil sans âme, en fait, hein. C'est un outil qui agglomère, qui compile et qui restitue de manière compilée des bouts des productions humaines agglomérées. Et donc, l'âme du créateur, elle est toujours présente. Elle est toujours présente, elle doit rester présente. C'est-à-dire que quand vous avez un travail de développement, vous avez un petit soldat derrière vous qui vous accompagne dans votre production de développement, mais le projet de départ, l'idée générale, ce qui fait que le jeu est tout simplement amusant, ce qui fait que le jeu est tout simplement intéressant, c'est avant tout un travail humain, un travail qui émane d'un créateur. Donc ça c'est intéressant parce que l'IA, elle est performante, on va dire, pour produire quelque chose à partir d'idées humaines. Et donc faut pas l'oublier, quoi. Un petit point, du coup, sur la partie formation. Oui, on est en plein dedans, vas-y. Tout à l'heure, il y avait quelque chose d'intéressant, c'était de dire qu'il y avait plein de métiers, on va dire, dans la création de jeux vidéo. Et que certains étaient faits plutôt pour les métiers du design, d'autres étaient plutôt câblés, on va dire, pour faire du développement. La formation, c'est une formation globale autour du développement de jeux vidéo. C'est aussi l'opportunité de s'essayer, on va dire, à toutes les strates qui font un jeu vidéo. Et donc,
c'est aussi l'opportunité de découvrir si on est fait pour du dev, si on est fait que pour du design, si on est fait que pour du graphisme, ou si on est fait pour tout ça. Et après tout, on a une idée globale à produire et on veut s'intéresser et s'impliquer sur le projet globalement. Et donc, si on passe pas par une phase, on va dire, d'expérimentation, ben, on passe à côté peut-être de quelque chose qui nous conviendrait, qui serait vraiment fait pour nous. Donc, je vous encourage à, malgré tout, vous tourner vers des formations qui sont plutôt globales et qui sont plutôt tournées vers la production. Et alors là, je prêche un peu pour ma paroisse, hein. En effet, puisque la formation Level 1 qui est en place sur Draguignan, c'est justement une formation dont l'objectif est de développer pendant la formation. Et donc, les personnes qui seront choisies sur ces actions de formation, ben, ce seront des développeurs de bout en bout qui, à la fin, ben, auront pour objectif de présenter des projets de jeux vidéo qui auront émergé pendant la durée de la formation. Je profite également, et comme ça je vous rendrai la parole un petit peu plus tard. J'en profite également pour vous parler d'une autre action de formation, une action de formation qui va s'intercaler avec le reste, qui est une action de formation autour du test, du test de développement de jeux vidéo, du test et du développement de jeux vidéo. Et ça va être vraiment l'occasion à la fois de découvrir les productions, de les évaluer, de les expérimenter, mais également de participer à ces développements. Voilà. Et donc, c'est une formation complémentaire qui va s'intercaler dès début 2025 sur la Dracénie. Oui, donc, pluridisciplinarité, c'est compliqué ça, pour le développement de jeux vidéo. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du codage, et ben, je me suis rendu compte que le codage, non, c'est pas pour moi. Mais alors, je saignais l'œil de partout, c'était n'importe quoi. Par contre, tout ce qui est direction artistique, design, beaucoup plus. Par l'UI, c'est ça. Pardon? L'UI, Oui, c'est ça. et sur les parties techniques, c'est UX UI, en fait, c'est ça. Donc UX, Fais quoi le malin? non, je fais quand même le malin. Mais non, mais en fait, pour te dire, le codage, évidemment que ça rebute tout le monde, le codage. Pourquoi? Parce que c'est toute la théorie derrière, si tu veux. Aujourd'hui, le codage, il s'est en plein boom aussi. Avec Devin AI, bon là, je repars sur l'IA, mais avec Devin AI, on a des facilités de codage. Mais tout ce qui est UX, il faut bien se dire que ça s'est énormément simplifié par rapport à avant, hein, énormément. Par contre, sur tout ce qui est UI, c'est davantage, donc tout ce qui va être plutôt du design, tu sais, tout ce qui va être plutôt la partie no-code, en fait. Ça, c'est vraiment laisser parler son imagination, tout simplement. Et c'est là où on rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'IA, c'est que l'IA, comme ce que disait Vincent, voilà, notre directeur, c'est que l'IA, si vous voulez, elle n'est pas humaine, en fait. Donc c'est là où moi, c'est souvent ça, je fais réfléchir mes étudiants, c'est par rapport à ça, c'est que l'IA n'a pas la réflexion. Elle a simplement des inférences qui s'exécutent en binaire et nous, les humains, on a cette capacité à justement improviser, à réagir par rapport à notre expérience qu'on a pu acquérir au fur et à mesure de notre vie, et aussi justement ce côté humain, ce côté humaniste. Et comme tu disais tout à l'heure, Dorothée, les enfants qui parlent à l'IA à 7 ans comme ça, qui n'ont pas ce côté humain, bah, en fait, c'est ça. Moi, je vois par exemple dans les cours qu'on fait, moi, je suis une interface humaine en fait. Ce que je dis, finalement, une IA pourrait le dire aussi, vous voyez. Mais je suis l'interface humaine qui permet de rendre ça plus humain, tout simplement. Donc pour rebondir sur la formation jeux vidéo, à la fois, il y a le côté, tout ce qui est UI, donc tout ce qui est design, no code. Ça, on peut être formé là-dessus avec du graphisme. C'est plutôt en fait du dessin. On part d'un dessin classique, on va sur du dessin vectoriel, de la modélisation 3D, qui peut servir à plein de choses derrière. Et puis, il y a tout le côté UX, disait Vincent tout à l'heure, sur le code. Et ça, le code, ben, malgré tout, vous aurez toujours besoin du programmeur, de dev, en fait. Parce que on dit l'IA, on dit l'IA, il faudrait remplacer tout le monde. Ben, pas vraiment. Dès qu'on lui demande des choses un peu plus techniques, hein, là, Manu, là-dessus, je pense que tu vas corroborer ce que je dis, hein, mais dès qu'on demande du JS, du JavaScript ou du C#, bah, l'IA, bah, c'est bourré d'erreurs, il y a plein de problèmes. S'il n'y a pas un vrai développeur derrière, en fait, ben, on s'en sort pas, quoi. On ne peut pas coder un jeu de A à Z qu'avec l'IA. Après, le temps que Manu prenne le micro, je pense que c'est important aussi dans une formation, on ait le panel global des principaux métiers. Et c'est ce que propose Level 1, pour y être intervenu aussi un petit peu. Vous venez quand même dans le jeu vidéo, sans forcément savoir quoi faire, et ben là, vous allez voir du code, du développement, de la création, de la direction de projet, etc. etc. Et à l'image, vous voulez faire cuisinier, ben la première année que vous faites du service. Même si vous ne voulez pas, c'est obligatoire. Et bien là, c'est pareil, ça fait partie, je pense, ça doit faire partie de l'apprentissage global. Oui, Manu? D'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'aider à faire tourner une porte en C# pour Unity, ça m'aiderait. Merci d'avance. Ouais, en fait, pour vous donner un exemple, j'ai monté un bachelor de jeux vidéo en 2021 de programmation de jeux vidéo.
Et pour collaborer, pour participer à la Global Game Jam à Toulon, comme j'enseignais dans une école de graphisme à Marseille, ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté des équipes avec les développeurs de mon bachelor et les graphistes de mon autre école sur Marseille. Et c'est là où j'ai pu constater la synergie qu'on pouvait avoir sur des disciplines différentes, des approches différentes d'un même projet sur les phases de développement. Pour ce que je peux voir aussi dans les écoles, puisque comme je disais, j'enseigne entre Marseille, Aix-en-Provence, Draguignan et Nice. Eh bien, bon, du coup, j'habite à Toulon, ce qui est très pratique. En fait, souvent dans les écoles, on va avoir plusieurs parcours différenciants qui vont aller du développement jusqu'à la partie, par exemple, modélisation ou texturing. Et il arrive qu'il y ait des étudiants qui soit basculent sur un autre programme. C'est par rapport à ce que disait Vincent, où justement c'est intéressant de proposer des formations pluridisciplinaires. Soit on a des étudiants qui recommencent d'autres parcours, soit qui vont faire par exemple du dev jusqu'à Bac+3 et qui ensuite vont passer sur du master dans la partie graphisme. Et du coup, on va passer de l'autre côté de la chaîne, parce que là, on est sur le début, sur la chaîne, et donc je vais m'intéresser à vous. Vous faites du doublage, vous avez fait du doublage de jeux vidéo, je présume? Pas du tout, jamais. Voilà, jamais. Donc ça tombe bien, du coup, j'ai une question. Vous êtes en bout de chaîne, en fait, sur le doublage, donc oui, et est-ce qu'on se sert de vous pour tout ce qui est communication derrière? Vous faites que la voix ou c'est tout? Ou on vous met un peu plus de valeur parce que ça vous le mériteriez? Non, c'est rare, c'est que généralement, il y a très peu de fois où on peut créer des choses avec les éditeurs de jeux. C'est que si ça vient pas de nous pour aller faire la démarche d'aller vers eux, ça ne vient jamais. C'est vrai que sinon, eux, ils le font avec le marketing, tu vois. On veut faire appel à un youtubeur, je sais, Jean-Michel, on s'en fout, mais ça fait des vues, c'est bien. Voilà. Ça, c'est en marketing, c'est comme ça qu'ils le font. Mais nous, en comédiens, jamais ils se disent: «Ah, ça pourrait être rigolo de faire des trucs authentiques comme, et qui fonctionnent». Et après, on arrive à faire des choses, mais il faut toujours qu'on soit un peu à l'initiative. C'est ça qui est un peu dommage. Et je le déplore, ça, parce qu'il y avait moyen de faire des trucs vraiment bien. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas la France qui veut pas, c'est l'international. C'est que moi, par exemple, sur Spider-Man, PlayStation France voulait faire des trucs beaucoup plus poussés, mais les États-Unis et Marvel États-Unis avaient leur mot à dire, et dès qu'ils rentraient dans la chaîne, bah, c'était nul. Parce qu'ils savent pas qui je suis, parce qu'ils savent pas où on va, parce que c'est qu'en France qu'il y a ça, et du coup, il ne se passe rien. Et même les budgets là-dessus sont gérés à l'international et pas par la France. C'est-à-dire que quand tu veux tu veux avoir, renégocier ton cachet en comédien parce que tu sors un autre jeu, un 3e ou un 4e opus, quand, tu demandes ça, ça remonte à l'inter et ils te disent: «Non, c'est qui lui? Pour qui il se prend?» Parce que mon mois, il existe en Italie et que pour eux, c'est 5 pays européens à faire et qu'il y a un budget qui est pour tous les pays le même et qu'ils comprennent pas quand nous, en France, on demande plus. Mais voilà, en fait, tout ça pour dire que tout passe par l'international et que la France n'a pas les mains libres pour le faire. Les bureaux français sont souvent des bureaux de com et pas des bureaux de création. Donc du coup, on a du mal à faire des choses vraiment sur les réseaux. Et c'est aussi pour ça, Dorothée et moi, et souvent j'avais fait la blague l'autre fois, je disais: «Oui, mais le problème, c'est que notre Insta, on monte des photos de nos chats et de nos vacances», parce que le cœur de ce que veulent voir les gens et qu'on voudrait vous montrer, c'est le making of, c'est des trucs comme ça. Sauf que si on le fait, on est wanted, c'est merci, au revoir. Et Dorothée Poussé ou Donald Agneau, plus jamais vous les prenez en studio parce qu'on casse des barrières de confidentialité qu'on ne peut pas les montrer parce qu'on n'y est pas autorisé. Et parce que si on le fait, même après, c'est toujours un peu limite. Et donc c'est compliqué. Donc on ne peut pas montrer de l'intérieur de notre métier. C'est pour ça que c'est un peu frustrant de pas pouvoir montrer le doublage comme on voudrait le montrer, et que peu importe à qui vous abonnez sur les réseaux sociaux dans le doublage, jamais vous aurez des vrais insiders. Ou quand vous le faites, par exemple, Lila Lacombe a réussi à faire des trucs avec DreamWorks récemment. Mais bon, ils sont venus chercher aussi de l'influence. Sinon, ils l'auraient pas prise. C'est dommage. Donc, c'est
J'aimerais vraiment que ça bouge de ce côté-là, mais je sais pas si ça pourra le faire vraiment parce que le doublage français reste juste du doublage, dans un territoire, mais le doublage italien en vaut aussi la peine et tant que DreamWorks aux États-Unis n'a pas décidé de faire un truc dans tous les pays, il se passera rien, quoi. Voilà. Et vous doublez en français, mais est-ce que c'est distribué en Suisse, en Belgique, au Québec, par exemple? Ou c'est spécifique là aussi pour le Québec, par exemple? Non? Alors le Québec, généralement, c'est les doublages français, mais des fois, même souvent, ils font un ils f pour le jeu vidéo, non, c'est toujours la même, version française, c'est sûr, mais pour les films, le syndicat des acteurs et du doublage, au Québec est très puissant et impose d'avoir un doublage, fait par leurs soins. Parfois, sur des productions Disney, il y a un mix des personnages français qu'ils veulent vraiment garder et tous les autres sont faits au Québec, mais les jeux vidéo, effectivement, sont tous français, ouais. Ce qu'on appelle une VQ. Ouais, version québécoise. Ouais, et non, hein. En plus, vous êtes des éléments essentiels en plus, parce que nous, par exemple, en tant que spectateur, s'il n'y a pas la voix, je sais pas, par exemple, de Dorothée Pousseau pour Harley Quinn, ça nous sort complètement de l'immersion, nous, hein. Enfin, je veux dire, c'est mort, quoi. On regarde le film, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette version téléchargée sur le net, quoi. Enfin, ça va pas du tout, quoi. C'est Bah, ça peut être la version québécoise. exact. On s'en rend compte tout de suite, hein, d'ailleurs, hein. Oui, oui, oui. Bah, dans l'avion, souvent, c'est les versions québécoises. Dans l'avion. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je l'ai jamais su. Je n'ai pas cette réponse. Ouais, nous, on est vraiment donc au bout de la fin de la création, souvent pour le jeu vidéo, où on pose les voix et c'est assez rigolo. Alors, la séance, elle est pas très fun à faire parce qu'on voit pas d'image, on voit pas grand-chose. Enfin, c'est un peu ingrat artistiquement. Par contre, après, c'est rigolo. Je me souviens une fois, tu m'avais invité et j'avais vu Until Dawn. En vrai, moi, j'ai fait Tam dans Until Dawn et j'avais jamais rien vu du jeu, mais rien. Et du coup, là, je me souviens, tu avais joué avec mon perso et j'entendais du coup les phrases et tout prenait sens. Je me disais: «Ah là là, c'est pour ça que je disais ça, machin», enfin bref. Et puis surtout de le voir, alors là, j'avoue, c'est c'est un délire. C'est vraiment, En fait, t'es en train de me dire, enfin, t'es en train de nous dire que tu savais pas le scénar d'Until Dawn quand tu le faisais, quand tu le rien faisais, c'est du ça? tout, hein. Ah, c'est Non, parce complètement qu'on enregistre toutes les phrases dans le désordre. C'est vraiment qu'une question d'oreille. Genre, «Hello», toi tu fais: «Salut», tu vois? Ouais, bah, je sais pas, en fait, tu fais tous les trucs, Et c'est plus un travail à l'oreille. c'est vraiment à l'oreille, quoi. Ouais, parce vous avez rarement les images ou n'importe Ah non, quoi. il a pas du tout. C'est, ils écoutent la version originale et après Ouais. ils doivent retranscrire l'émotion avec la voix Des française, quoi. pieds d'onde, Wave. Et voilà, j'ai monté une école de doublage avec, Kelly Marot qui s'appelle, Dub School. Et il y a nos élèves qui est là d'ailleurs. Et en fait, on a 2 écoles. Il y en a une à Cannes qui est plus ouverte aux débutants, enfin vraiment à tout le monde, et puis une à Paris qui est réservée vraiment pour les comédiens qui sont déjà, très professionnels. Et en fait, on passe d'ailleurs sur le jeu vidéo et on apprend que c'est très différent du doublage et on apprend tous les codes à connaître, quoi, pour enregistrer un jeu vidéo, en voix. Donat est notre professeur référent d'ailleurs. C'est notre très bon prof en jeu vidéo. Dès qu'il est chez Dub School la semaine, je lui dis: «Tu fais le jeu vidéo, hein?» Généralement, on lui laisse. C'est le meilleur. Donc voilà. Tu lui laisses ou parce que tu veux pas le faire, en fait? Hein? Parce que tu veux pas le faire? Si, si, je le fais de temps en temps, mais quand il y a Donald dans la semaine, comme on va passer dessus généralement 2-3 heures, généralement je lui laisse, que je sais que c'est un bon prof de jeux vidéo, donc voilà. Et ouais, mais tu vois, elle en parlait, tu vois, de Stream VF où on était sur Until Dawn, à tel point que, voilà, si on fait pas des trucs comme ça, après coup, cette communication, elle est infaisable. On est obligé de se la créer vite fait comme ça à côté et le pire, c'est que les éditeurs de jeux sont très contents quand ils le voient. Ils font parce qu'il y a des fois des boîtes de doublage qui font: «Non, non, vous pouvez pas en parler», et quand après j'ai une anecdote incroyable là-dessus. Adeline Chetaille, qui fait Ellie dans The Last of Us. Elle faisait des conventions et à chaque fois qu'il y avait des visuels qu'il annonçait, elle mettait Ellie et il mettait l'organisateur mettait Ellie en visuel à côté d'elle. À chaque fois, elle faisait: «Non, non, 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 enlevez-le, j'ai signé des contrats, et je ne peux pas dire que je fais sa voix». Et puis elle me dit ça, des années après. Le jeu était déjà sorti, mais interdiction d'en parler. Et c'est vrai que c'était écrit, hein, sur le contrat. Et je lui dis et 2 ans après, je la vois, je lui dis: «Attends, attends, on va appeler PlayStation France, je te mets sur haut-parleur et puis on va voir ce qu'ils disent». Et là, ils explosent de rire. Elle fait: «Mais non, mais au contraire, mais vas-y, mais communique là-dessus». Et depuis, elle en parle librement partout et c'est vachement bien. Mais pourquoi? Parce que
la boîte de doublage flippait par rapport à la confidentialité, donc interdiction d'en parler, interdiction de faire des vidéos après sortie, et il y avait même des lignes dans le contrat qui disaient, et c'est vrai, hein, vous avez le droit de répondre par l'affirmative quand on vous pose la question si c'est bien vous sur les réseaux sociaux, c'est tout. Donc autant vous dire que faire des reels, des stories et des making-of en doublage, un peu compliqué. Moi, j'ai pris cette liberté sans la demander aux éditeurs de faire stream VF, de montrer aux comédiens ce qu'ils ont fait comme travail sur les jeux vidéo. Mais je me dis, après coup, après sortie, on montre un jeu, parle de son expérience sans montrer toute la cuisine des vrais secrets, on craint rien. Ça a un peu fait bouger les lignes, mais on est quand même très coincé. Mais en attendant, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que ça permettait de créer une communication qu'on ne peut pas faire sur le plateau. Quand Dorothée, je viens sur son plateau en comédien, on pourrait faire tellement de trucs. En fait, le problème, c'est que ça pourrait être fait. Et on pourrait, Dorothée et moi, le faire intelligemment, sans leaker, sans faire des problèmes comme ça. Sauf que tu as forcément un boulet qui va se filmer en train de montrer une scène qui, pour lui, est anecdotique et qu'en fait, il leak une saison qui n'est pas sortie un an avant sans le savoir et qu'il y a forcément un accident qui va se passer, comme il y a eu récemment en Asie. Ça a eu des répercussions sur le studio de doublage dans le monde entier, alors que les autres pays n'avaient rien fait. C'est venu d'Asie. Ils ont perdu le client distributeur sur une énorme plateforme, une énorme série à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'ils verrouillent tout pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage parce que ça frustre tout le monde là-dessus. Mais bon, là-dessus, on ne pourra jamais rien faire. Ça ressemble bien au process américain, ça, de verrouiller tout comme ça, là. Ça leur ressemble bien, ça. Ouais, c'est ça. Hein. Mais ça s'est vérifié. Il y a eu tellement de choses comme ça. Il y a des trucs qui sont passés aussi en France où ils faisaient des photos avec tous les comédiens. Et en fait, derrière, il y avait tous les autres comédiens qui étaient dans le film. Et du coup, ça a leaké ce qui se passait à la fin de la série. Ils ont dû retourner le truc. Enfin, il y a plein de choses comme ça, l'air de rien. Et c'est normal qu'ils verrouillent. Mais pour nous, c'est frustrant parce qu'on pourrait faire plein de trucs et bah, c'est dommage, quoi. Ouais, des fois, on n'imagine pas les conséquences d'une petite photo ou d'un post ou n'importe quoi. Mais même moi, j'ai merdé hein, quand j'étais beaucoup plus jeune sur Twitter. Mais de ouf, hein. J'avais dit sur Twitter que j'étais content d'avoir bossé sur un des personnages de Dead Rising 3. Sauf que le truc, il n'était pas annoncé pas annoncé du tout. Et heureusement, j'ai pu supprimer le tweet très vite. Quand quelqu'un m'a dit un warning 2 minutes après, on a supprimé, voilà, c'était passé. Mais c'était même pas annoncé à l'E3, t'imagines? Ça aurait été un peu tendu. Et tu comprends, la boulette dont je te parle il y a 2 minutes dans un autre pays, aujourd'hui, je ne ferai plus jamais cette erreur. Mais par manque d'expérience il y a 10 ans, parce que ça remonte à 10 ans, bah, je l'ai faite cette erreur. Donc c'est normal qu'il bloque tout le monde, quoi. Mais du coup, la question, c'est est-ce que vous saviez que le jeu n'était pas encore sorti? Est-ce que vous avez la date de sortie quand vous faites les doublages comme ça ou pas du tout? Des fois on sait, des fois on sait pas. Ça dépend des fois. Donc aussi, s'ils ne donnent pas l'info, c'est un peu compliqué aussi de ne pas faire ce genre de choses. Oui, oui, voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est des fois tu fais un truc, ça sort 15 jours après, des fois c'est un DLC, des fois c'est un patch. Et des fois, tu bosses 2 ans avant et tu le sais pas, et tu bosses sur un truc nucléaire et tu le sais pas. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, ils sont obligés d'être prudents avec tout le monde, quoi. J'ai mis des plombes, moi déjà j'ai mis des plombes à comprendre qu'en fait un jeu parfois il était, comment on dit? Enfin tu sais genre il y avait des nouveautés dans le même jeu. Ouais des quoi? Des DLC quoi. Je savais pas parce que je dis: «Mais pourquoi j'arrête pas de revenir pour Overwatch?» Je comprenais pas, je dis: «Il y a un nouveau Overwatch?» Il me disait: «Non pas du tout». Je dis: «Mais putain j'arrête pas de venir pour Overwatch». Je comprenais pas, je dis: «Mais c'est quoi ce truc?» Puis il me dit: «Mais non mais c'est toujours le même jeu». Enfin bon bref, je dis: «Mais attends mais». Une vraie peu de jeux vidéo, quoi. Bah moi très grand niveau, voilà. Ouais, enfin, n'empêche, si elle est pas là, on est mal, hein, parce que après on fait comment pour les voix? Tu vois? Oui, il y a Mathieu qui s'est essayé tout à l'heure. Mathieu, je te fais un coucou. C'était immense. Enfin, bon. Troll, ça te peut pas de mal. Du coup, là, on va parler du dernier sujet. C'est défis, perspectives et quid pour le futur, en fait, de l'industrie du jeu vidéo. Voilà, la question, comment est-ce qu'on peut... Ouais, elle est balèze, hein, celle-là. Comment on peut voir, comment l'industrie gère les sorties tous les ans d'un jeu vidéo, comment ça se passe, comment... Mal, très mal. Waouh! Quand on voit Assassin's Creed, quand on voit Ubisoft, voilà. Attends, Skull and Bones? Déjà, il faut tourner vers des jeux vidéo qui créent la différence, qui créent la nouveauté. Et ça, retour sur le jeu vidéo indépendant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire émerger de nouvelles idées. Et on le voit, un jeu vidéo, il n'a pas forcément besoin de millions de dollars, il n'a pas forcément besoin d'être un triple A pour être intéressant. Tu parlais à l'instant
d'un jeu vidéo qui s'est cassé la figure, alors que pourtant le modèle était là, les graphismes aussi, et on a des pépites. On a des pépites sur le jeu vidéo indépendant, on a des pépites qu'on ne voit pas venir et qui, derrière, créent la surprise. Et tout simplement parce que le jeu vidéo, il faut dire, je pense aux fondamentaux du jeu vidéo. Un jeu vidéo, ça doit être avant tout amusant. Et l'intérêt du jeu vidéo, c'est de s'amuser. Et on a tendance un petit peu à l'oublier. On a tendance à rentrer dans des jeux vidéo qui sont de plus en plus des films, qui sont de plus en plus petits, qui sont de plus en plus de budget, mais qui ne sont pas intéressants. Et voilà, c'est vraiment là. Et ça, un jeu vidéo intéressant, l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore là au rendez-vous pour le créer, quoi. Et du coup, on peut aussi rebondir sur une autre technologie dont on ne va pas parler, c'est la VR. Bon, je soupire non, non. La VR, je pense qu'il y a un énorme axe de développement sur la VR parce que le côté immersif, assez incroyable. On voit des salles de VR un peu partout sur les univers bien précis. Alors, vas-y, Manu. Enflamme le dance floor. Eh bien, oui, la VR a un avenir, mais pas forcément, alors de mon point de vue, pas forcément lié aux jeux vidéo proprement dit. Merci, Donald. Parce que on sait que, alors d'abord, si vous êtes un hardcore gamer un peu comme moi, hein, donc vous êtes capable de passer, on va dire, un peu moins d'une dizaine d'heures sur un jeu vidéo d'un coup, minimum, hein, 10 heures avec un casque, bon j'exagère, mais même utiliser un casque de réalité virtuelle pendant 1 heure, ça devient très vite très compliqué. On sait qu'en règle générale, l'utilisation d'un casque de VR, il y a encore quelques années, c'était de l'ordre de 1 minute 30. Maintenant, avec l'amélioration des périphériques, l'absence de nausées qui a été induite justement par ces améliorations, on commence à utiliser de plus en plus longtemps les casques de réalité virtuelle. Néanmoins, je pense que la réalité virtuelle va aller plus vers le serious game et je pense que le serious game, c'est aussi une partie importante de l'avenir du jeu vidéo. En vrai, pour faire simple, le serious game, c'est l'utilisation des technologies liées, issues du jeu vidéo pour répondre à des besoins d'autres secteurs industriels, comme par exemple le médical, la formation, la simulation, etc., etc. Donc oui, je pense que la réalité virtuelle a un avenir, pas forcément au niveau du jeu vidéo, parce que on est enfermé, très souvent on est seul. Selon les casques qu'on va utiliser, on est toujours lié avec un câble. Ça nécessite néanmoins des machines extrêmement puissantes. Par contre, d'un autre côté, vous avez un groupement d'intérêt économique en France qui s'appelle la VR Connection et qui regroupe approximativement 150 à 200 entreprises sur le territoire français qui répondent à des appels d'offres. Donc, il y a vraiment un secteur industriel dédié à la réalité virtuelle en France et aussi, il ne faut pas l'oublier, à la réalité augmentée, ce qui nous donne ce qu'on appelle le XR, c'est-à-dire la réalité augmentée et la réalité virtuelle, c'est-à-dire la réalité mixte. On peut voir notamment avec le Quest 3. Et Donald et Dorothée, vous avez testé la VR? Alors, impressionne? J'ai tous les casques PlayStation VR. J'avais testé le MetaQuest, pas le HTC à l'époque, le Vive. J'avais testé ça dès le début. Dès que c'était sorti à la Paris Games Week, j'avais halluciné. Là, le MetaQuest 3, il m'intéresse, mais j'attends de voir s'il y a des vrais exclus. Mais il y a tellement de jeux taqués au sol qui te vendent 30 balles sur tous les stores. T'as l'impression que c'est ouf et t'as l'impression que tu vois de la PS2 et tu fais non, mais je veux pas ça. Et c'est dommage, maintenant il y a des très bonnes surprises. Mais je pense que l'avenir aussi est beaucoup dans les expériences humaines, les escape games, les trucs comme ça. Ouais, Un immersif, ouais. ouais, un truc qui me passionne, c'est le Eva VR. Eva, je sais pas si vous avez testé ce truc-là. C'est dans des arènes comme ça avec un damier au sol et vous jouez un FPS en VR et vous marchez et ça fait du sport limite. Et c'est passionnant parce que ça demande du skill. Tu joues dans l'espace, tu bouges, tu te mets accroupi, tu es accroupi et tu martyrises les autres quand tu joues bien, donc c'est jouissif et c'est magnifique. Non, mais vraiment, c'est une expérience. Si vous avez, il y a un centre à Marseille et faut que tu testes, tu vas péter un plomb.
Le fils d'Alexis Thomasan, Sacha, il veut plus jouer avec moi. Je les défonce et il est dégoûté. Mais il est trop fort. exceptionnel. Non, mais c'est vraiment quand tu as du skill dans un FPS, tu le mets en vrai. Et donc, du coup, mais tu fais counter en vrai, quoi. C'est un délire. Donc, du coup, la VR dans des trucs comme ça, mais c'est exceptionnel. Et ça va se démocratiser. Je vous dis, il y a un centre à Marseille. Je ne sais pas s'il y en a dans le coin ici, mais faites-le. T'as un avant et un après. C'est monstrueux. Et un truc que j'ai testé aux États-Unis, et ça a fermé après le Covid, c'était à Disney World à Orlando. C'était une expérience Star Wars. Et en fait, tu étais avec ta famille des Stormtroopers en mission d'infiltration pour aller saboter une base de l'Empire alors que tu étais des Jedi. Et donc, du coup, tu te balades en Stormtrooper, tu vois ta famille, ils sont en Stormtrooper à côté de toi, tu as ton fils mini Stormtrooper qui est à l'échelle. Mais c'est trop drôle. Et tu te balades, tu fais ta ronde, tu peux saluer les autres Stormtroopers que tu passes en face de toi. Tu passes sur une passerelle en métal. Au sol, c'est une passerelle en métal. Tu as une barrière, tu la vois, la barrière, elle existe pour de vrai. Il fait chaud parce que tu passes sur Dalad, ils ont mis des radiateurs en dessus. Mais tu pètes un plomb. Et puis là, d'un seul coup, t'entends à l'oreillette, attention, faites attention, il faut surtout pas se faire remarquer à cet endroit-là. Et évidemment, qu'est-ce qu'a fait mon fils? Il appuie sur le blaster. Là, d'un seul coup, tout le monde, changement de scénario, tout le monde se met à tirer dessus. Et à la fin, tu montes dans un vaisseau, un TIE Fighter, tu t'enfuis. Mais tu sors de là, au début, tu dis, là, je vais peut-être me barrer, c'est trop cher et tout. Et ça reste une des plus grosses expériences de gaming de ma vie. Et ça, pour moi, la VR, c'est l'avenir. Après, le faire chez soi, jouer à Beat Saber, j'aime bien, mais j'y joue 1 minute 30 comme t'en parles. Mais ça, pour moi, le VR entre amis et tout ça, mais c'est le futur du jeu vidéo. Bah, c'est une nouvelle façon de jouer, ce qu'on disait avec le portable dans les trains, dans les Ouais. projets, etc., etc. On ouvre une nouvelle façon de jouer. Clairement. Et je ne comprends pas d'ailleurs, pour finir là-dessus, les éditeurs de jeux mobiles, mais il n'y a rien, quoi. Moi, ça fait des années que j'attendais Age of Empires sur mobile. Ils ont sorti leur pétard mouillé, mais le jeu, il est plus compliqué qu'un un mode d'emploi de Boeing. Non, mais franchement, tu ne comprends rien à l'interface. J'ai arrêté le jeu et pourtant, ça faisait des années que je l'attendais. Et aujourd'hui, il n'y a que Supercell qui est là sur le marché pour des jeux communautaires, faire de la stratégie ensemble. Pas un jeu, un Call of Duty mobile où je ne comprends pas l'intérêt de jouer à un jeu comme ça, mais des jeux de stratégie où tu discutes avec tes potes, tu fais un truc ensemble. Il n'y a que Supercell et même eux, ils s'endorment sur leur laurier. Je ne comprends pas cette industrie du mobile qui s'endort et qui ne propose rien. Rien de bien, rien de facile, sympa et je comprends pas. Qui est pas mal racheté par tout ce qui est chinois aussi, hein, parce que Ouais, c'est le Tencent, voilà, c'est ça. Mais Tencent, ils font aussi des trucs trop compliqués. Moi, je comprends pas que Microsoft Games ou que PlayStation sortent pas des trucs sur leurs IP, des trucs. Imagine un vrai Command and Conquer bien pensé mobile, ou Nintendo avec un Advance Wars. Il y a tellement de trucs à faire et personne ne fait rien. Si je ne comprends pas. Alors, faut espérer que ça arrivera. Ouais, un de ces quatre. Attention, on peut leur faire confiance pour nous ressortir des trucs dans quelques années qui. Donc combien de temps Clash of Clans, j'ai commencé en 2012. Il n'y a rien eu depuis. Si, t'as le Clash Royale. Ils ont sorti Brawl Stars, mais franchement, c'est autre chose. C'est de l'action. Ils ont sorti un pétard mouillé. Je me rappelle même plus du nom il y a quelques mois. Même eux savent plus faire des jeux. Après, la question, c'est est-ce qu'ils ont besoin de sortir d'autres jeux de nouveautés alors que ça rapporte de l'argent? Ouais, mais regarde, quand ils sortent Clash of Clans, t'en as 12 qui sortent chinois, des copies, et qui se copient entre eux. Ce marché de mobile, je ne le comprends pas. Il y a des fortunes à faire. Bah, c'est la somme, la plus grosse somme de jeux qui sortent et sur mobile et puis sur console, sur Oui. PC, de somme. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Enfin, c'est fou. Hein. Bah, écoutez, je crois qu'on arrive, on a un peu fait le tour. Il y a un jeu d'appel, c'est comme ça. On peut applaudir, s'il vous plaît?